Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Tranquillement, c'est pas nouveau, ça fait des années, mais on ne voulait pas voir. Vous savez, c'est toujours pareil. Je le dis, car le réel frappe à la porte pendant des années. On ferme les portes, on ferme les fenêtres, mais non, il ne se passe rien. On se passe la patate chaude jusqu'à la prochaine élection. Le reste, après moi, le déluge. Et puis là, le réel a enfoncé la porte. Alors ça va se calmer, heureusement, et on l'espère tous que ça va se calmer. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait? Alors on va essayer de décrypter, on va essayer d'inventorier ce qui s'est passé dans ce week-end, là, vendredi, samedi, dimanche. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'il y a une morale à en tirer? Oui. Il y a une morale à en tirer parce que vous verrez, pas de généralisation, pas de mettre tout le monde dans le même panier, les flics dans le même panier, les jeunes des banlieues dans le même panier, les communautés dans le même panier. Voilà, c'est tellement facile ça. Ça c'est pour les hémiplégiques du bulbe. Ils sont contents, ils mettent les gens dans des catégories. Nous on déteste la police, les émigrants tous dehors. Plus compliqué que ça. Eh oui, mais on va en parler, on va commencer par la police. Et on va commencer. Et vous allez écouter. Laurent Bigot. Laurent Bigot était sous-préfet, ça a été dit ça il y a quelques jours. Il a été sous-préfet entre 2003 et 2008, Laurent Bigot, et il parle de la police. Et il parle de ce que dit la Brave, vous savez, cet aéropage de la police en motocyclette. Et voici ce que dit Laurent Bigot. Écoutez. Ce qui m'a frappé dans les enregistrements de la Brave, c'est que quand tu écoutes les gars parler, c'est des voyous. Ils parlent comme des voyous et comme des teubés en plus. Vraiment comme des abrutis. Et c'est hyper inquiétant. À la limite, tu vois, moi je pourrais accepter que le flic il soit vraiment énervé. Là, tu vois, ça fait 10 heures qu'il est sur le terrain, il pète un câble. Mais là, les gars ils sont pas énervés, hein. C'est leur mode de fonctionnement. Ils sont pas énervés, ils sont pas fatigués. C'est leur mode de fonctionnement. C'est des voyous, ils parlent comme des voyous. Mais vraiment comme des voyous de basse catégorie, quoi. Il y en a un qui parle, tu te dis, mais celui-là, c'est un abruti, quoi. Et lui, il a un flingue, il a une matraque. Et c'est une personne assermentée. Quand il fait un PV, sa parole, elle vaut plus que la tienne. Donc il peut raconter ce qu'il veut dans le PV. S'il n'y a pas de preuves, c'est lui qui a raison. Donc c'est super inquiétant, ce recrutement. Et là, comment on va gérer, parce que ça fait des années qu'on recrute des gens qui n'ont clairement pas le niveau. Comment on va gérer tous ces gens-là qui sont dans tous les services de police, là, qui n'ont pas le profil psychologique pour ça. On les voit en manifestation, il y a des mecs qui... C'est jouissif pour eux de tabasser. Mais t'as rien à faire dans la police. Va faire du MMA. Je dis clairement, je ne reconnais pas la police avec laquelle j'ai travaillé. Donc moi j'ai été sous-préfet de 2003 à 2008 et j'avais vraiment un attachement à la police. Je trouve que c'est un métier difficile, vraiment difficile. Ils sont quand même confrontés au côté le plus obscur de l'être humain, à toute la misère sociale et tout ça. Je veux dire, moi je le dis souvent, mais j'ai dit, ils gèrent de la merde toute la journée, quoi. C'est ça le job de policier. Et donc j'avais un capital sympathie élevé pour la police. Donc moi, imagine, moi j'avais un capital élevé, sympathie élevée pour la police. Après quelques années de mobilisation, je suis en colère contre eux. Alors imagine le citoyen lambda qui n'avait pas d'avis sur la police, mais lui il a la haine des flics. Alors, haine des flics, ah oui, imagine le citoyen lambda. Avant de donner la parole à Bruno Attal, n'oubliez pas, appelez dès à présent, en tout cas d'ici 20 minutes, le 826, le 0826 300 300. Vous allez répondre, vous avez vécu un certain nombre de choses, mais surtout, on va essayer encore une fois avec vous de tirer les morales de cette histoire qui n'est évidemment pas finie. Bruno Attal, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour, vous êtes syndicaliste, vous êtes policier, et vous avez écouté ce que dit Laurent Bigot et ce que disent un certain nombre de gens. Oui, mais alors, on va pas parler spécifiquement de ce qui s'est passé avec le jeune Naël, qui est mort, et toute mort est terrible, mais on ne va pas parler de l'enquête et de ce qui va se passer, on va en reparler, et avec vous et avec d'autres, quand on aura avancé là-dessus. Mais sur ce que dit spécifiquement cet ancien sous-préfet, et que partagent un certain nombre de gens, quelle est votre réaction? Comment vous réagissez, Bruno Attal? Alors déjà, vous annoncez M. Bigot comme un sous-préfet, ce qui est exact, mais il faut d'abord qu'il n'avance pas masqué. Il est plutôt partisan de l'extrême gauche, il milite à l'extrême gauche, donc voilà, on sache au moins d'où il vient, et après on peut avoir un débat contradictoire plutôt sain. Écoutez, il critique les policiers, oui, il y a des policiers qui se comportent mal, il faut les sanctionner, pas de problème, mais finalement, il critique la formation aussi des policiers, mais c'est lui qui parle comme Nabila, c'est lui qui parle de teubé ou d'abruti. Donc M. Bigot, finalement, on parle du recrutement des policiers, moi je parlerais plutôt du recrutement de nos élites. M. Bigot, comment avez-vous été recruté? Êtes-vous fils d'ouvrier? Avez-vous eu déjà de la saleté sous les ongles? Non, je ne pense pas. Je pense que M. Bigot est un petit bourgeois
qui s'est fait lourder de son poste de sous-préfet et qui donc crache sur la police pour faire le buzz. Et finalement, il a réussi, et tant mieux pour lui. Non mais laissons Laurent Bigot de côté, il n'est pas là pour répondre. Ah, je croyais qu'il était là, excusez-moi. Non, il n'est pas là. C'est un extrait qu'on a pris, donc effectivement, mais s'il veut intervenir, il va intervenir, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, mais le problème, il est, au fond, Bruno Attal, c'est pour ça que je disais qu'une partie des gens pensent ça, au fond, m'avait dit, quand on a parlé ce matin, m'avait dit, il y a une question d'humanité, et il faut comprendre ce que c'est que le policier, c'est pas seulement un être parfait, un Robocop. Exactement. Vous savez, nous, on a un devoir d'exemplarité, et c'est normal, on doit être exemplaire, on peut faire des erreurs. Ben oui. Mais aujourd'hui, la population, ou même les médias, ne demandent pas d'être exemplaires, ils demandent d'être parfaits. Ils nous jugent sur un quart de seconde avec une vidéo souvent coupée, avec des commentaires qui sont à charge, et donc forcément, les gens de bonne foi vont dire, oui, il s'est mal comporté ce policier ou pas. Quand le policier se comporte mal, et je peux vous dire qu'il est sanctionné au centuple parce qu'il perd non seulement son travail, mais il perd aussi sa retraite, il perd aussi énormément, il va en garde à vue, il peut même aller en prison. Donc, il y a qu'il y ait des mauvais policiers, c'est un fait, mais il y a aussi des policiers qui se trompent. Et on ne prend jamais cette partie du policier qui se trompe, qui a un quart de seconde pour réagir. Il se trompe, il ne se trompe pas. Et quand dans des circonstances très, très difficiles, en plus. Oui. Moi, vous savez, je propose à tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi de venir faire des stages, de se mettre en danger. C'est un stage, donc il n'y a pas un facteur peur. Oui. Et juste montrer votre réaction qu'on est des êtres imparfaits. Et c'est vrai que quand on filme un être imparfait pendant 24 heures, eh ben forcément, vous allez trouver des failles de son comportement. Surtout qu'en plus, il s'est orienté, s'il n'y a pas de débat contradictoire. Dans tous les faits où vous filmez des policiers, vous n'avez jamais de débat contradictoire. C'est toujours l'avocat de la pseudo-victime qui arrive et qui vous dit n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça serait vérifié encore avec l'affaire Naël. Alors, bon, c'est pas une pseudo-victime, Naël, hein, Bruno Attal, vous le savez. Non, je parlais pas de Naël. Oui. Non, je parlais pas de Naël, mais ce que je veux dire, c'est que regardez le comportement de ces avocats qui sont venus dire que les policiers avaient dit ça, que Naël n'avait pas de casier judiciaire, des choses. Et voyez. Et on sait que c'est plus compliqué. Alors, vous m'avez dit quand même, Bruno Attal, c'est intéressant, vous m'avez dit que quand même, il y a des policiers, il y a une formation peut-être qui devrait être un peu plus, parce que parlons du fond, au-delà des mots et des insultes, etc., il y a une formation qui peut-être pas au point, en tout cas dans certains domaines. Alors, le vrai problème de la police nationale, c'est la formation continue. C'est-à-dire moi, j'ai 25 ans de police, je n'ai jamais fait une formation spécifique, par exemple, sur les refus d'obtempérer. Je n'ai pas fait de formation sur la rédaction de procédures, sur la rédaction pénale, des procédures. Alors, comme on n'a pas le temps, comme ça coûte des sous de former des policiers en formation continue, donc on n'est pas formé. On peut parler par exemple, vous voyez, du Code de la sécurité intérieure qui arrive en 2017. Est-ce qu'on nous a mis dans des classes et nous dire, voilà monsieur, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Oui, la loi de 2017, oui. Vous n'avez pas été formé au refus d'obtempérer, une vraie formation. Jamais. Ça, vous avez l'école de police. Moi, je l'ai faite il y a 25 ans. Donc, il y a 25 ans, on nous parlait du pli, pas mal de choses que vous ne pouvez pas connaître. Mais aujourd'hui, 25 ans après, il y a des lois qui ont changé. Ben, c'est à nous, tous les jours, de s'informer, de savoir ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'on n'est pas formé en continu, tout simplement. Et là, je peux donner raison à M. Bigot. Mais merci, en tout cas, merci Bruno Attal. Évidemment, on va reprendre ce débat qui, malheureusement, ne va pas s'arrêter demain, hélas, eu égard à la situation, et on va continuer d'en parler. Mais auparavant, écoutez, on va continuer de faire cet inventaire, et l'inventaire qui passe de façon hallucinante. Regardez ce qui s'est passé, vous savez, les vols, les pillages, les magasins, etc. Et on voit les réactions, et les réactions en disent beaucoup de gens qui étaient dans les magasins et qui se sont servis. Écoutez. Ça, j'ai pris de la lessive, du cordon bleu, Mehdi il a pris du shampoing. Alors moi j'ai pris du shampoing. Et là on a le meilleur du meilleur. Elle a pris un panini à gris. Elle a pris des Kinder Joy, on a pas compris. Des Kinder. Elle a pris des Kinder. Non, c'est la bino vlog, c'est quoi? Au bureau, on a un braquage à l'italienne. On a une crevette. On a bandit déjà au lia. Saumon, bandokyo, saumon, te kango, t'as la chair. Mazoui, crevette, les saucons. Crème épilatoire très important. On a gommage, crème, fromage, labello. Et le co, ou micellaire pour la maquillage. Bota gel douche. Surtout, ils à la chair, nazoui. Bota déodorant. Voilà, déodorant, épilation, etc. Et vous savez, pas à ricaner là-dessus, vraiment pas à ricaner. C'est totalement
Voilà, si on ne parle pas de ça, on ne parle de rien. C'est comme si c'était une grande solde, c'est terrible à dire. Mais oui, c'est-à-dire tout en solde, tout est gratuit, allez-y, servez-vous. Alors évidemment que c'est totalement illégal. Évidemment que c'est contre toute loi. Évidemment que qu'est-ce que c'est que ce pillage de ces... Et oui, on pille très très souvent des magasins où, attention, ce n'est pas seulement, le disaient les enfants, les parents, mais il y avait des parents qui étaient là, qui se servaient. Il y avait des enfants qui étaient là, qui se servaient. Et là, c'est un problème, on voit très 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 bien, qui n'est pas solvable par 3 petites mesures. Il y a les sanctions, il y a ce qu'il faut faire, mais il y a cette espèce d'extraordinaire envie d'y aller, de dire, voilà, eh bien, s'il n'y a pas, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, et justement, le ticket n'est plus valable, eh bien, c'est open bar. Or, c'est open bar depuis qu'il y a des manifestations à chaque fois. Pourquoi ? Parce que personne ne leur a dit qu'à un moment donné, si vous allez plus loin, vous allez être sanctionné. Voilà, on revient à l'impunité, on revient... Et regardez ce qui s'est passé, parce que ça n'a pas été que Lidl et Conforama et Auchan brûlés, mais avant d'être brûlés, on pille, puis il reste rien, et puis voilà. Et alors, il y a eu aussi les voitures. Écoutez, les voitures. Je vais la vendre, je m'en bats les couilles, c'est à moi. Le Coran, toute nouvelle caisse, toute jidid, le Coran, ça c'est à moi maintenant. C'est confisqué, c'est à moi. Le Coran, c'est ma caisse, je plus une voiture. Wallah, je m'en bats. Wow, les gars, le Coran, c'est des fous. Voilà, c'est des fous. Le Coran, c'est des fous. Voilà, c'est des fous. Voilà, regardez. Les gars, ils ont volé une voiture, hein. Les gars, ils ont volé une voiture, je vous jure. Les gars, ils ont volé une voiture. Voilà, ils ont pris les voitures. Et ça, c'est quelque chose... Alors, on ne s'attendait à rien de ça. On pensait que ça n'allait pas arriver. On pensait qu'on pouvait s'occuper de l'Ukraine et de la Tunisie et d'aller au sommet des BRICS. C'était important d'aller au sommet des BRICS. C'était fondamental pour ce qui se passait en France. Non, on s'occupe de quoi ? On s'occupe de... Oh, ça couvait, mais ça couvait. On verra bien, encore une fois. Hein. Le réel frappe à la porte, mais on ferme les portes et les fenêtres. On a autre chose à faire, soyons clairs, hein, messieurs, qui nous gouvernaient à droite, comme à gauche d'ailleurs, parce que tout cela n'est pas du tout nouveau. Et puis ce qui est peut-être un peu nouveau, c'est que, alors justement, on s'attaque aux élus. Mais on s'attaque aux élus. Mais enfin, les élus n'ont pas un statut spécial. Quand on tue, quand on tabasse, quand on viole, ah ben oui, c'est... Ah là, les élus, mais pardon, les élus, eh bien c'est à respecter comme tout le monde, à préserver comme tout le monde, mais pas plus ou pas moins que tout le monde. Et regardez par exemple quelqu'un, là il annonçait le programme, écoutez ce qu'il dit. Voilà le maire. Tu es le maire. Voilà tu es le maire. Voilà tu es le. Casse-toi de la mairie, sale pute. Voilà, casse-toi de la mairie, sale pute, etc. Voilà, vous savez ce qui s'est passé, on en a suffisamment parlé avec le maire de La Haye-les-Roses. Hein. Je veux dire, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, il en a parlé, il s'est exprimé dans divers médias. Il a failli, lui, effectivement, être agressé, perdre la vie. Sa femme et ses enfants ont été agressés. Il y a quand même quelque chose qui va très, 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 très loin. Encore une fois, pardon de le dire et de le répéter et de le renoter, l'impunité. À partir du moment, et moi ça m'a vraiment frappé, on a vu tous les vidéos, vous voyez, ils sont même plus masqués maintenant. Avant, c'était même masqué, hein, et pas pour le Covid, mais il y avait des cagoules, il y avait... Là, on voit leur visage, il n'y a aucun problème. Ils sont tellement sûrs de leur impunité qu'ils montrent leur visage. Et voilà, et maintenant, c'est le tour des maires. Là, il dit comment ? Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est très bien, ils se réunissent au pont de leur mairie et se battent, ils ont raison. Il faut se battre pour les maires, mais comme pour toute la population qui n'est pas protégée. Et il y a des gens de la population qui sont pas contents. Ils sont pas contents du tout. Par exemple, quand le maire de Grenoble, samedi, est allé voir ses concitoyens de Grenoble, voici ce qu'il a entendu. Écoutez. Le maire de la ville, à la rencontre de ses administrés ce matin, a essuyé la colère de ce commerçant. Monsieur, je n'ai pas envie de vous parler. Et merci de nous avoir bien protégés hier soir. Voilà. Ça, c'est la réponse de millions de Français. Merci de nous avoir bien protégés. Merci de nous avoir bien protégés. Ça, c'est la France. Une
bonne partie de la France qui n'a pas les moyens de se protéger avec 400 gardes du corps et 5000 CRS qui leur dit ce qu'il en est. Voilà. Et au lieu de s'occuper des petites fleurs des champs, et au lieu de s'occuper du genre, et au lieu de s'occuper de repeindre et de repeindre les barreaux en lilas, eh bien, il faudrait s'occuper effectivement des citoyens. Et ça, c'est vraiment assez terrifiant. Alors, assez terrifiant, on me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous dire, l'Haye-les-Roses, là, le maire de l'Haye-les-Roses, hein, eh bien, juste une petite statistique sur l'Haye-les-Roses. La proportion d'immigrés et d'enfants d'immigrés extra-européens à l'Haye-les-Roses, voyez, on a choisi l'Haye-les-Roses comme par hasard, évidemment pas par hasard. En 1968, ils étaient 4%. En 1990, ils étaient 18%. En 2017, 42%. De 4, 18, 42, et je vous dis pas aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on vous dit toujours, voilà, les grands partisans, remigration, mais vous êtes à la droite d'Adolf Hitler. Non, il faut créer immigration contrôlée. Grande discussion, très bien. Très bien, écoutons les discussions, nous les recevrons, et nous le recevons déjà à Sud Radio, et puis voilà, que chacun se fasse son idée, mais pas seulement se fasse son idée, et agisse. Et je vais vous citer, parce qu'il faut le rappeler, c'était il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans. Voilà ce que disait le leader à l'époque du Parti communiste français, qui, je le sache, n'est pas d'extrême droite. Écoutez, Georges Marchais. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Il faut, dans l'intérêt de tous, une répartition équitable des travailleurs immigrés entre toutes les communes. Et c'est en conséquence le moyen de supprimer une situation qui nourrit le racisme. Voilà. Alors à ce moment-là, c'est très très simple. Hein. Je veux dire, on dit voilà, comment? Mais c'est Georges Marchais, c'est pas possible. Il est à la droite de Marine Le Pen. Zemmour à côté, c'est un dangereux modéré. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des gens qui sont descendus, qui ont crié ceci. On est chez nous, mais ça va pas. Oui, vous le savez, dire bleu, blanc, rouge, la France aux Français, et dire on est chez nous, ah ben c'est l'extrême droite. Hein. On n'a plus le droit de dire ça. Non. Ça c'est l'extrême droite facho. Bon, voilà. Et d'ailleurs, on les a réprimandés. Même la police, ils sont venus aider la police par rapport aux émeutes. Bon, voilà. Alors eux, ça va pas, restez dehors, restez confinés ou amusez-vous. Non. Il faut laisser la place à ceux qui adorent les déodorants. Et les déodorants, évidemment, bon marché. Et heureusement, il y a effectivement quelqu'un, un jeune musulman, qui a tiré la morale de ça. Et je vais vous dire, je l'ai mis parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'il ne faut jamais généraliser, qu'il n'y a pas les émeutes, il n'y a pas que l'ethnie, il n'y a pas que tout ça. C'est de la pure connerie. Ce qu'il y a, c'est des êtres humains et il faut les empêcher d'être enrégimentés. Il faut à la fois être sanctionnant et puis être pédagogue au vrai sens du terme, à l'école et partout. Voilà. Eh bien, écoutez ce que dit Riyad, écoutez bien et méditez-le, y compris chez les jeunes qui ont le même âge que Riyad. Ouais ma gueule, venez on va tout casser, allez venez on va sauter le Lidl, il y a du riz, il y a du lait, venez on va tout prendre des yams. Ouais non Saïdina, il y a moyen, tu me ramènes un sac de riz pour Khalti. Mohamed il est trop chelou, franchement c'est un vrai guerrier, nique la police, ouais brûlez tout, ouais. À quel moment vous allez vous arrêter? Après Spider-Man à Cergy-Pontoise, le Batman signale à Bobigny, les Transformers à Aubervilliers, les dizaines de bus, un dépôt de bus qui a été brûlé, des écoles encore brûlées, des mairies, plus de 200 lieux publics passés à tabac en une soirée hier. À un moment donné, il va falloir que vous vous rendiez compte d'un truc.
Quand on était petit, c'est grâce à qui qu'on pouvait partir au parc Astérix pour 3 € au lieu de 50 balles. C'est grâce à qui qu'on pouvait faire des voyages. C'est grâce à qui qu'on pouvait aller dans des événements que quand on était en vacances et que nos parents, ils avaient pas assez de sous pour nous envoyer en Espagne, on avait de la chance d'avoir des trucs comme Nanterre plage, Paris plage, Argenteuil plage, les mairies. C'est eux qui faisaient en sorte qu'on sorte les yeux de la cité, qu'on voit autre chose, qu'on s'ouvre l'esprit plutôt qu'on reste coincé entre quatre murs et qu'on voit que du trafic de drogue. C'est eux qui faisaient en sorte qu'on ait une ouverture d'esprit pour pouvoir se sortir de là. Ils faisaient tout pour nous. Même quand tu veux trouver du taf, ils savent que dans certaines entreprises, ta tête ou ton nom de famille, il va te désavantager. Et ils font tout ce qui s'appelle la mission locale. Ils t'aident de zinzin, ils font tout pour que tu réussisses et toi tu brûles tout. Vous avez brûlé des pôles emploi, vous avez brûlé des trucs de chômage, vous avez tout brûlé. Vous brûlez tout ce qui peut se brûler. En fait, il n'y a même plus de logique. Et 80% de ceux qui foutent la merde, ils savent même pas c'est qui Naël. C'est juste un prétexte. Voilà. Merci Riyad. Et chapeau. Restez avec nous, Berkoff dans tous ses états revient dans quelques minutes. À suivre le face-à-face avec Philippe Fabry, historien et auteur du livre Les impérialistes revanchards. À tout de suite sur Sud Radio. Merci Rémi-André. Berkoff dans tous ses états continue sur Sud Radio. Appelez-nous dès maintenant au 08 26 300 300. Et nous sommes avec Dominique de Rochefort en Charente-Maritime. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Dominique de Rochefort, bonjour. Bonjour André. Bonjour. Je vous écoute tous les midis. Merci pour vos émissions toujours très ouvertes et avec du recul de la réflexion, ça fait du bien. Merci. Merci à vos invités et je tenais absolument à prendre l'antenne. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu au téléphone au sujet de la police. Oui. Je voulais parler d'une idée que j'avais, mais qui est partagée par beaucoup de gens. C'est que la police aujourd'hui se plaint de ne plus pouvoir y arriver, bien souvent, de manquer de moyens, mais elle ne réalise pas, et je parle de sa direction, je ne parle pas des policiers qui exécutent, je parle plutôt de la direction de police et gendarmerie peut-être un peu aussi. D'accord, de la hiérarchie, oui. La hiérarchie, oui. Qui applique strictement les directives venant du pouvoir, sans savoir les conséquences. En fin de compte, ce qu'ils sont en train de faire en montant la répression depuis les Gilets jaunes, parce qu'ils prennent des moyens de répression de plus en plus forts, avec des blindés, des armes qui sont quand même très dangereuses. C'est l'escalade à la répression, à la violence, et de cette façon-là, ils vont même participer au problème, c'est-à-dire qu'ils vont amplifier le problème. C'est-à-dire plus on fait comme ça, plus on va attiser la haine, parce qu'en plus, par rapport à ça, il serait temps d'enlever les étiquettes gauche-droite, etc. Et puis de rassembler les gens plutôt que de diviser pour examiner exactement les causes et y remédier. Parce qu'on fait de la communication, Macron ne fait que ça. Oui. Mais Dominique, juste un mot. Mais comme vous avez dit, je crois que vous avez résumé la chose dans votre première phrase. Les policiers exécutent. Le problème, c'est que le métier d'un policier, à tort ou à raison, enfin ça c'est une autre discussion, c'est d'exécuter. Donc il faut voir, en fait, la question que vous posez, c'est la question du pouvoir et des directives et de la politique du pouvoir et de la stratégie du pouvoir. C'est ça. André, vous savez aussi bien que moi aussi qu'il existe un droit qui est quasiment jamais utilisé par la police ou la gendarmerie qui s'appelle le droit à la baïonnette. Qui, quand un ordre et des directives vont contre le peuple et ne sont pas du tout dans leur mission de protéger la population, ils ont le droit de ne pas exécuter ce qu'on leur demande. Alors effectivement, c'est pas les subalternes qui peuvent le faire. En général, c'est des gens dans la hiérarchie qui peuvent le faire. Mais il faudrait que ce pouvoir soit utilisé pour arrêter le pouvoir exécutif que représente Macron dans ses dérives qui ne font qu'engendrer et continuer les problèmes. Parce que là, on parle toujours pas des causes, et si on parle pas des causes, on ne parle pas de solution non plus. Bien sûr. Donc, non, le droit de la baïonnette. Le droit de la baïonnette, c'est un droit qui existe, ils le savent, mais personne l'utilise alors qu'ils devraient dire non, nous on pose des armes et puis on va se réunir autour d'une table et il faut que tout le monde, les gens se réunissent sans étiquette. Dominique, non mais merci d'avoir posé le problème. En tout cas, le problème est évidemment posé. On en continuera d'en discuter. Je crois, Clément, que nous avons qui là? C'est l'heure du face-à-face, André, avec Philippe Fabry, historien et auteur du livre Les impérialistes revanchards. Non, il y avait Adrien, je crois, qui nous attendait avant. Et Adrien est là? Oui, bonjour. Bonjour Adrien.
Bonjour à tous. Bon, c'est la première fois que j'interviens. C'est parce que j'avais vraiment quelque chose à dire. C'est très bien. C'est très bien. C'est par rapport à la France insoumise. Franchement, je ne les comprends pas. Et pire encore, là, c'est le dernier post que je vois sur Twitter qui passe, à me demander s'ils ont vraiment eu le bac de français ou même s'ils ont suivi les cours de français. Sur le paragraphe, c'est bien expliqué que la cagnotte est pour la famille du policier. Ah oui, à propos de il faut rappeler pour les auditeurs, c'est le cagnotte qui a été réuni pour la famille du policier qui est actuellement effectivement pas emprisonné, enfin en garde à vue toujours. En tout cas, il est pas voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une cagnotte et des gens trouvaient ça provoquant, etc. Quel est ce post que vous citez ou ce tweet? C'est tous les tweets que je vois de Mathilde Panot, Antoine Léaumont qui disent oui, c'est la cagnotte du policier, cagnotte de la honte, nanani nanana. Alors qu'il suffit juste d'ouvrir la page justement qui demande de bloquer pour voir que dans le paragraphe il est écrit soutien à la famille du policier. C'est pas pour le policier. Donc, en plus de se dire protecteur de ceux des plus faibles, ils veulent finalement supprimer les seules ressources qui peuvent être ramenées pour la mère et ses enfants. Mère et enfants qui reçoivent des menaces de mort de la part des émeutiers que la France insoumise a embrasés. Donc c'est quand même, je tiens à mettre ça un peu en lumière, quoi. C'est en plus de tous les autres tares, je veux dire. Par exemple, comme vous l'avez dit, le gendarme qui est en garde à vue, voilà, il est juste en garde à vue, mais je crois que c'est Sandrine Rousseau, qui, par son intelligence, se dit, c'est bon, il est condamné. Bien, garde à vue, il faut laisser passer la justice aussi, ça, vous avez tout à fait raison, Adrien. Complètement séparation des pouvoirs, apparemment, je pense que s'ils sont au pouvoir, c'est quelque chose qu'ils ne risquent pas de respecter. Merci Adrien, merci pour votre témoignage et votre analyse. Est-ce que nous avons un autre appel? Troisième auditeur, André, et c'est Pascal. Pascal, bonjour Pascal. Oui, bonjour Pascal, bonjour André, pardon, et merci de vos émissions. Ça fait du bien d'entendre des journalistes qui ne pensent pas comme tout le monde. J'avais juste une remarque, et c'est vraiment une question. Comment se fait-il, parce qu'on n'entend pas d'analyse, comment se fait-il que les explosions que nous connaissons à l'heure actuelle en France sur le plan social ne semblent pas arriver dans les autres pays d'Europe, que ce soit l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, ils ont aussi des populations immigrées, ils ont aussi, j'imagine, des problèmes sociaux, mais comment se fait-il qu'il n'y a que en France qu'on voit que ça pète à ce point-là, sans aucun contrôle? Voilà, j'ai vraiment pas la réponse. Ce serait intéressant peut-être d'interroger des spécialistes là-dessus, quoi. Eh bien, nous interrogerons des spécialistes là-dessus. Vous avez tout à fait raison de poser la question. Simplement, je vous signale qu'actuellement en Belgique, ça bouge depuis 2 jours et paradoxe des paradoxes, en Suisse. Ça, en Suisse, ils n'avaient pas vu ça depuis quelques temps. Alors, ce n'est pas du tout de la même dimension, il y en a 5 en France. Et pour le reste, vous avez raison. D'ailleurs, nous allons continuer à faire des émissions dans Berkov, dans tous ces états là-dessus, et poser la question de savoir pour quels facteurs, et c'est sûrement des facteurs multiples, qui se fait que ça explose périodiquement en France, et de façon de plus en plus, il faut le dire, de plus en plus violente, quoi. Une réflexion que j'ai faite, j'avais laissé un message, mais il n'a pas été pris, c'est pas le problème la semaine dernière. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a un effondrement complet des valeurs morales en France depuis des années, ça date pas d'aujourd'hui. On est arrivé dans un pays où, en fait, la seule règle, c'est je peux faire quelque chose parce que j'ai envie de le faire. Et là, moi, personnellement, je suis catholique, pratiquant, je pense qu'il y a un effondrement des valeurs spirituelles aussi, qui fait que on a un capitalisme sauvage depuis des années et des années. Il n'y a pas de contrat social qui permette aux gens de vivre ensemble. Et là aussi, je pense qu'il y a une réflexion vraiment très très profonde à mener pour qu'on puisse rétablir la beauté de notre pays. Voilà. Tout à fait, Pascal. Et de toute façon, franchement, c'est comme on dit aujourd'hui, où ça passe, où ça casse. Il est temps de rétablir un pays qui a 1500 ans d'histoire et peut-être plus. Et alors, il y a eu énormément, évidemment, de guerres, de sécessions, de révolutions, etc. Et ça, on le sait, d'occupation. Enfin, c'est pas une raison pour accepter les choses comme on les accepte. Il est hors de question, je trouve, d'accepter sans rien dire ce qu'on appelle le désordre établi.